Hop. Bonjour à tous. Est-ce que vous nous entendez bien, s'il vous plaît? Vous avez un petit module d'échange en bas à droite et vous pouvez mettre un émoticône ou dire que vous nous entendez bien si c'est bon. Euh, Hop, je vais lancer le petit module d'échange. Voilà, normalement vous avez reçu un message en bas à droite sur le chat. Est-ce que c'est bon de ton côté également, Olivier? Je trouvais que tu sois pas C'est sous- tout bon pour moi. Est-ce que vous m'entendez bien aussi? Tac. On va attendre un tout petit peu avant de commencer, juste pour être sûr que vous nous entendiez bien. Peut-être en guise du coup d'introduction, le temps que les dernières personnes arrivent, on peut se présenter du coup, Olivier. Donc très heureux aujourd'hui de recevoir Olivier qui a fondé Caravelle et je te laisse du coup te présenter, s'il te plaît. Oui, merci Paul. Enchanté à tous. Donc je suis Olivier, un des cofondateurs de Caravelle avec Hugo et Marie. Rapidement donc sur le Caravelle, on est parti d'un constat très simple, c'était que on allait devoir avoir besoin de optimiser sa retraite parce qu'on n'allait certainement pas avoir celle qu'on souhaitait ou celle que la génération de nos parents, de nos grands-parents ont eue, et qu'il n'existait pas à l'époque de plateformes qui nous permettent de comprendre simplement ce qu'on voulait faire et comment le faire. Et donc, on a voulu créer un acteur qui réponde aux enjeux de nos générations et qui permette d'investir de façon alignée avec nos convictions pour améliorer notre retraite demain. Donc, on existe depuis 5 ans. Euh, on a un peu plus de 2600 clients aujourd'hui et on finance uniquement des projets dédiés à la retraite et sur des investissements encore de Paris. On reviendra là-dessus parce que c'est aligné avec la thématique du webinaire aujourd'hui. Et voilà à peu près sur Caravelle. Et sur moi, je suis un des fondateurs et je m'occupe principalement de tout ce qui est produits financiers et, euh, et développement de la boîte. Voilà pour moi. Génial, merci beaucoup pour ta présentation, Olivier. Pour me présenter à mon tour, donc également dans l'univers financier, donc Paul Rodriguez, j'ai cofondé avec Tarea. Nous, on est parti d'un constat que sur les produits pour investir avec de l'impact, en fait, il y avait besoin aussi de renouveau, et c'est un peu le concept d'Olivier. Et donc, on a voulu en fait proposer un investissement vraiment dans l'univers agricole et sur un investissement long terme, parce que voilà, on a ce constat, en tout cas, et l'AMF l'a recité récemment, que 70% des particuliers veulent investir leur épargne avec de l'impact. Et de l'autre côté, on a des agriculteurs, et on a pu le voir dans l'actualité, qui ont de plus en plus de besoins en financement. Et donc, on a créé en fait un produit qui permet d'investir dans la terre agricole de son choix dans toute la France sur une parcelle choisie. Donc, ça peut être du maraîchage bouillant en Bretagne, par exemple. Et donc, avoir un investissement, du coup, très concret qui permet d'aider les agriculteurs et qui reste un investissement immobilier simple avec des loyers versés et une plus-value potentielle comme sur un produit immobilier. Voilà en guise d'introduction. Et l'idée de cet échange, du coup, c'est de profiter d'Olivier et de moi-même sur notre vision un peu de l'investissement. On est tous les deux donc fondateurs dans l'univers des finances personnelles et on va essayer de donner un peu les clés et décrypter plusieurs éléments, notamment sur l'investissement long terme qui est la thématique d'aujourd'hui, mais également sur la dualité risque-rendement, liquidité. Voilà, on va revenir sur tout ça en détail parce que il y a effectivement, on va dire, un peu des garde-fous qu'on peut prendre avant d'investir et qui sont très importants à suivre. Olivier, si tu veux nous présenter un petit peu quelques éléments de marché sur pourquoi investir sur le long terme, s'il te plaît. Oui, avec grand plaisir. Merci pour l'intro de tout ça. En fait, la première distinction que moi j'aimerais apporter sur cette slide et sur l'investissement long terme, c'est déjà la distinction entre l'épargne et l'investissement. Parce qu'en fait, épargner, on le fait tous et en France, on a un taux d'épargne des plus importants au monde, hein. Alors en moyenne, on est à 19 de taux d'épargne actuellement et ça a beaucoup augmenté depuis le Covid et ça continue d'augmenter, notamment dans une perspective où le contexte macroéconomique n'était pas le plus reluisant. Heu, les Français sont champions du monde de l'épargne, ils ne sont pas forcément champions du monde de l'investissement. Et souvent, il y a une barrière, c'est un petit peu l'effet du risque. Et je voulais un petit peu déconstruire cette prise de risque-là, parce que je voulais le mettre en perspective avec le long terme. Et ce qui est hyper important, c'est de se dire que c'est sur le long terme qu'on peut se permettre de prendre du risque, et c'est ce risque-là qui est inhérent en fait à l'investissement, qui permet d'apporter 2 choses.
La première, c'est de l'impact, on y reviendra dessus. Et la deuxième, c'est de la performance. Qui dit la performance dit un agrandissement de son épargne et du capital investi. Et ça repose tout simplement sur un fait très simple, qui sont les intérêts composés. Et ces intérêts composés, c'est la base qui permet de venir accumuler de l'épargne du capital sur du capital. Ça veut dire quoi très simplement? C'est-à-dire que si on investit 100 € et qu'on fait 5 de placement sur un an, on est à 105 € à la fin de l'année. Si on fait 5 en année 2, on n'ira pas faire les 5 des 100, mais des 5 des 105. Donc sur 2 ans, ça va augmenter, mais sur 10 ans, ça va vraiment faire un effet boule de neige. Et c'est ce qu'on appelle en investissement le snowball effect. C'est vraiment la puissance des intérêts composés qui vient maximiser notre capacité d'épargne. Donc c'est plus 100 € par mois qu'on vient mettre tous les mois, c'est 100 € par mois capitalisés avec les intérêts du mois précédent, du mois précédent, du mois précédent, qui fait que notre boule de neige, elle grandit, elle grandit, elle grandit, et l'impact est considérable. Donc je vous ai mis par exemple là sur les petits graphes l'impact d'une épargne tous les mois sur 30 ans sur un livret A, ou si on avait investi sur la bourse mondiale, donc avec un rendement annuel de 8% par an. Et donc on voit vraiment la différence sur le très long terme. Vous voyez que plus on prend le temps long, plus la différence est importante, puisqu'il y a une séparation très forte. Au début, si on met 1 000 € à 3%, on a 1 030 sur le livret A et on a 1 080 en bourse, ce qui n'est pas très important. Par contre, si on fait grossir ça sur le très long terme, on arrive avec des écarts drastiques. Et j'ai mis le petit tableau en haut pour vous expliquer. Donc, par exemple, sur 15 ans, on arrive à 15 000 € sur le livret A versus 31 000 € en bourse, ce qui fait quand même un écart de 16 000 € sur 15 ans. Donc, déjà 15 ans, c'est assez long, mais vous voyez que l'effet boule de neige prend vraiment sens sur du très très long terme, parce qu'en fait, sur 30 ans, l'écart il est drastique, il est de 76 000 € pour un même investissement, mais pour deux performances différentes. Donc ça, c'est le gros avantage. Après, pour mettre de la perspective, et souvent ce que les remarques qu'on a, c'est oui, mais moi je ne suis pas prêt à prendre du risque. Le risque lié à l'investissement, parce qu'on sait très bien que parfois ça peut augmenter et parfois ça peut diminuer. Et ça, c'est hyper important, et on reviendra tout à l'heure sur c'est quoi les règles de base pour prendre en main son épargne. Parce qu'on voit dans le graphique de droite en haut, que si, un peu comme aujourd'hui, le Bitcoin est en train de chuter pour ceux qui ont suivi, versus l'or qui a augmenté, c'est où investir et pour être sûr que ça ne va pas descendre demain. Donc on voit sur le graphique en haut que si on avait investi en début de graphique, paf, ça commence à chuter, on va perdre de l'investissement. Par contre, si on se met en recul et on prend sur le long terme, et en fait, on voit que le graphique en haut, il est représenté par la toute petite chute du graphique en bas. Et donc on se concentre dans le cercle rouge et on voit la différence. Donc on se dit, OK, je perds sur du court terme, mais si vraiment je me mets sur du long terme, la volatilité, j'en gagne. Et statistiquement, on voit que la statistique de perte de l'argent sur un horizon d'investissement supérieur à 20 ans est quasi nulle. Il n'est pas nul parce qu'on ne peut pas le prouver, mais statistiquement, depuis le début de l'entrée en bourse, il est extrêmement difficile de perdre de l'argent sur un horizon de temps long. Et les chances de gain sont assez importantes. On reviendra tout à l'heure, sur comment justement ajuster et prendre cette prise de risque pour pouvoir investir à long terme. Donc l'intérêt pour nous, c'est vraiment de se dire, on va venir capitaliser notre argent. Et après, il faut le faire avec sens, parce qu'on n'a pas envie de financer un monde dans lequel on n'a pas envie de vivre, on n'a pas envie de financer des entreprises ou des actions qu'au quotidien on peut boycotter. Et donc là, il y a toute une logique d'impact et d'exclusion qu'on peut avoir. Mais l'intérêt numéro un, c'est d'investir pour soi et pour son futur de façon intéressée financièrement et écologiquement. Voilà un petit peu la digression là-dessus que je peux faire. Je sais pas si Parfait, ça répond merci à tes attentes, beaucoup. Paul, là-dessus. Oui, c'est parfait. Merci d'avoir du coup planté le décor pour notre échange. Et effectivement, il y a le sujet de l'allocation et dont on reviendra dessus après. Mais on voit en tout cas que même sur des allocations un peu classiques, voilà, les temps longs, c'est toujours quelque chose qui est porteur de valeur. Et après, pour le porteur de sens, effectivement, on va venir sur d'autres critères. Pour un peu synthétiser les différents points qui ont été dits ici, il y a vraiment un sujet de lissage des performances sur le long terme.
Et ça, pour un investisseur particulier, en fait, ce lissage, il va être à regarder avec la possibilité de garder cet argent sur le long terme. Et donc, il faut bien avoir en tête la liquidité des produits sur lesquels on investit, parce que en tout cas, non-perte de valeur, au-delà de parler du gain, hein, parlons plutôt de stabilité et de précaution sur l'investissement, bah, ça passe par être capable de laisser potentiellement, la statistique était 20 ans ici, mais de laisser l'argent longtemps sur un même produit ou une même allocation, si celle-ci n'est pas retravaillée. Et donc, il faut effectivement bien distinguer sur cette partie rentabilité ce qui est épargne de précaution. Sur la slide d'avant, on parlait la courbe jaune du livret A. Ça, ce type d'instrument est typiquement un instrument d'épargne de précaution et pas vraiment un instrument d'investissement. Et voilà, quand vous allez après sur d'autres produits, en ayant déjà ce qu'on appelle un matelas financier qui peut correspondre à 6 mois ou plus de vie, hein, selon les différentes études, bah, vous pouvez effectivement là aller investir avec plus de risques. Mais le conseil, enfin ce n'est pas un conseil ici, mais en tout cas le constat qu'on peut faire, c'est que sur ces prises de risques plus fortes et qui sont vraiment de l'investissement, le long terme permet de lisser les performances et de sécuriser un gain ou au moins pas de perte sur cette durée. La deuxième partie, c'est vraiment la partie impact en accord avec ses valeurs. Sur le marché actuellement, on a un vrai sujet sur l'environnement, la biodiversité et dans nos vies de tous les jours. Et en fait, ce qui est plutôt probable actuellement, c'est que, en tout cas, prendre ce critère-là de sens et d'impact sur son épargne ne va pas impacter négativement votre taux d'intérêt. Il y a d'autres études qui sont un peu plus, on va dire, positives et optimistes sur ça et qui vont dire que, justement, en prenant un critère d'environnement qui se traduisent par les critères ISR ou autres, vous allez avoir potentiellement un meilleur rendement parce que vous avez pris cette composante qui est très importante et qui, voilà, s'il y a un meilleur environnement pour notre vie de tous les jours, ben, logiquement, ça devrait amener plus de rendement. Donc voilà, donc ça, c'est un point qui est quand même à prendre en compte, au moins pour la partie sécurité, d'être sûr de ne pas être à côté du futur marché et potentiellement avec ce qu'on peut appeler, on aime bien le terme, un upside, c'est que potentiellement, bah, ça sera plutôt une hausse et un gain marginal grâce à la perspective du coup d'impact et qui est mise sur les investissements. Voilà, on va pouvoir aller plus dans le cœur du sujet. Toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions dans le petit module d'échange, vous pouvez échanger en bas à droite de votre écran. Olivier, je vais te redonner la parole du coup sur un peu là, on a vu en fait l'importance de l'investissement long terme, le facteur sens, où on reviendra dessus après. Et là, il y a un autre facteur qui est vraiment clé, c'est la partie diversification de son épargne pour justement, une fois que vous êtes dit, OK, j'ai compris, j'ai mon matelas, j'ai lissé sur le long terme des performances, mais maintenant, comment je fais pour être sûr d'avoir, ou en tout cas avoir le plus de probabilité possible d'avoir une bonne performance sur le marché. C'est clair. Mais dans cette logique-là de bonne performance et de bonne allocation, pour citer une étude du New York University, de Stern Sustainability, qui a analysé 1100 études et qui viennent prouver que depuis 1950, avoir un impact financier positif, enfin extra-financier, pardon, n'a pas de. Je vais reprendre. C'est avoir un impact. Là, je me perds. Avoir un impact extra-financier montre que ça n'a pas d'impact sur les rendements qui sont au moins équivalents pour les fonds durables, voire supérieurs sur les 70 dernières années. Donc tout ça pour rebondir sur le fait que, en fait, si on investit à long terme, il n'y a pas d'effet négatif d'investir dans l'impact ou dans des fonds durables ou dans des fonds engagés d'un point de vue financier pour soi. Et donc vraiment, c'est au choix de l'investisseur de vouloir investir de façon durable ou non, en sachant que ça n'aura très peu d'impact sur la partie financière, d'après plusieurs études et plusieurs méta-analyses. Et donc, qu'est-ce qui a de l'impact dans sa performance? Ben, c'est vraiment en fait l'allocation dans laquelle on investit. Et ces allocations-là, un des premiers warnings que nous, on a envie de donner, c'est qu'il ne dépend pas de l'enveloppe fiscale, c'est-à-dire du produit dans lequel on investit.
Investir dans un PER et dans une assurance vie, c'est Mmh. pas investir de façon diversifiée. De même, investir dans une assurance vie chez AXA, dans une assurance vie chez Generali et dans une assurance vie, chez Caravel, par exemple, c'est pas être diversifié. Ce qui est diversifié, c'est au sein de l'enveloppe fiscale. L'enveloppe, c'est vraiment le contenant qui permet de l'investir, c'est pas l'investissement en tant que tel. C'est vraiment au sein de l'enveloppe, les choix des fonds dans lesquels on investit. Et donc cette diversification, elle est primordiale, pour pouvoir être résilient en cas de crise des marchés financiers ou de baisse. Que ce soit d'un point de vue géographique, donc parfois on peut voir que les actions américaines peuvent, survaloriser le marché ou parfois un peu baisser et donc ça, on va venir en contrepartie diminuer notre impact si les actions européennes sont meilleures ou si les actions asiatiques sont meilleures et ainsi de suite. Donc une diversification mondiale du portefeuille est très importante pour investir de façon géographiquement responsable partout. Le deuxième, c'est une partie sectorielle. On peut voir que parfois c'est le secteur de l'énergie qui surperforme. Donc on peut le voir de 2019 à 2022. Investir dans les énergies renouvelables a été surperformant sur cette période-là, sur les 3 années, 2019-2022. Par contre, 2023-2024, c'était une mauvaise année en termes de performance pour le marché des énergies renouvelables. Et donc ça, comment est-ce qu'on le compense? On vient le compenser en investissant pas seulement sur une thématique qui pourrait être les énergies renouvelables, mais qui pourrait être sur différentes thématiques, différents secteurs, pour pouvoir justement pallier au fait que parfois certains secteurs surpondèrent et d'autres sous-pondèrent et donc il faut essayer d'investir un petit peu partout. Ça peut être dans l'industrie responsable, ou en tout cas qui s'engage, ça peut être dans les nouvelles technologies, ça peut être dans pas mal de différents secteurs, mais l'idée c'est vraiment d'être diversifié pour pouvoir vraiment faire face à différentes crises et bénéficier des évolutions de marché quand c'est positif. Mais c'est aussi en termes de classe d'actifs. Je ne sais pas si vous êtes un peu au courant sur les différentes classes d'actifs. Il peut y avoir, je le citais, les actions, il peut y avoir les obligations, il peut y avoir les fonds monétaires, il peut y avoir le private equity, ce que font Hectarea très bien d'ailleurs aussi, dans l'investissement plus direct. Et donc c'est cette poche-là de diversification de classes d'actifs qui permet aussi de pouvoir être plus résilient et bien s'adapter en termes de performance et de portefeuille. Je pense, il y en a un qu'on cite souvent en France, qu'on aime bien, c'est l'immobilier. On l'a vu sur les 10-15 dernières années, l'immobilier a été très intéressant d'un point de vue financier, notamment dans certaines localisations, par exemple à Paris. On voit que depuis quelques années, c'est un petit peu moins le cas. Et donc, comment faire face à ces différentes évolutions? Paul parlait de l'or et de l'évolution récente. Ça fait un très gros boom actuellement. Le Bitcoin a fait un très gros boom il y a quelques mois, mais aujourd'hui, il a fait une petite chute sur les dernières semaines. Donc, Mmh. comment en fait pallier à ces différentes inconnues, sachant qu'on ne sait pas prédire le marché, on ne sait pas anticiper si l'or va augmenter, si le Bitcoin va continuer de chuter ou autre. En fait, il n'y a pas à se poser de questions, c'est diversifier son épargne et adapter euh, son risque enfin, son couple rendement-risque, donc les attentes qu'on a, notre capacité à prendre du risque et surtout à tolérer le risque qu'on a pris. Souvent, nos clients nous disent ah en fait, moi je veux prendre du risque et puis dès qu'ils voient que les marchés chutent et leur portefeuille fait un -10 ou -15, ils font: «Ah je veux tout vendre, je veux tout vendre». En fait, c'est-à-dire il est en capacité de prendre du risque, mais il n'a pas été en capacité de tolérer le risque qu'il a pris et donc c'est hyper important de venir bien comprendre ça pour avoir un Mmh. portefeuille qu'on accepte et si, le il varie à la baisse et en fait, c'est pas grave, on l'accepte parce qu'on sait aussi que c'est du temps long et que la petite chute, des derniers mois, potentiellement, c'est de la bonne performance sur les 10-15 prochaines années. Ouais, c'est un point super intéressant et important. Là, c'est la psychologie un peu des marchés, c'est-à-dire on a en fait souvent des décisions d'investissement qui peuvent être prises sur un côté un peu impulsion et une intuition. Et en fait, là, et ce qu'on montre ici sur la présentation, c'est que l'investissement long terme permet de lisser. Quand on diversifie en fait son portefeuille, ça va monter à un endroit, ça va descendre à un autre, et vous avez en fait une acceptation qui va être beaucoup plus simple parce que vous savez que sur les temps longs, vous avez construit en fait un portefeuille et un patrimoine au sens plus large résilient. Et ça, c'est un point qui est super important pour justement euh, savoir que les choses sont bien faites et sortir de cette psychologie de l'investissement qui voilà, n'a pas grand-chose à faire normalement sur un milieu qui est assez chiffré et où on parle rentabilité.
Sur les différents éléments ici, donc on a vraiment les différentes poches, hein, ce que tu disais Olivier, que ce soit PER, assurance vie ou autre, qui sont vraiment des poches. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a dedans. Et là, dedans, vous allez pouvoir mettre des choses qui sont diversifiées et dans l'idéal, de se faire accompagner pour être sûr voilà, de bien diversifier les choses. On a souvent l'exemple du stock picking, des personnes qui commencent l'investissement en voulant investir sur des actions précisément, etc. Derrière, il y a plein de calculs à faire pour optimiser un portefeuille et je crois que c'est plus de 80% du marché qui est à perte sur ça dans les investisseurs particuliers parce que, encore une fois, pour le coup, c'est de l'achat-vente sur des temps courts et avec des choses pas diversifiées et pas d'acceptation du temps long. Et donc là, on a les 3 warnings et c'est pas étonnant que, je ne sais pas Olivier si tu as la stat, mais c'est plus de 80% du marché qui est en perte sur les investisseurs particuliers qui font du choix d'actions en individuel et pas en groupé. Oui, alors j'ai pas ce chiffre-là, mais il est sûrement vrai. Mais parce que j'en ai un qui corrobore ça, Mhm. c'est 98%. 98% des investisseurs professionnels n'arrivent pas à battre le marché sur 10 ans. Mhm. Donc, si c'est les investisseurs professionnels n'y arrivent pas et qui passent leur journée à ça, je vois mal, à part des coups de chance de façon temporaire dans le temps, que les particuliers réussissent à vraiment le faire. Sauf s'ils ont une méthode imparable, c'est possible et ça arrive, mais c'est extrêmement réduit et rare. Et souvent, il y a peut-être un coup et on se dit ah oui, mais j'ai un cousin qui a réussi à faire ça, il avait investi sur telle action et il a fait x10. Bah, ça arrive, hein, d'ailleurs, des fois, on fait un bon pari, mais c'est Mhm. pas une gestion saine et bon père de famille que de faire un investissement sur une action. C'est ça. Il y a pas de magie. Les paris, c'est bien, mais pas sur une allocation patrimoniale. Donc voilà, c'est un point super important. Et peut-être pour finir sur cette slide, il y a une partie stabilité pour son épargne qui est peut-être le levier en plus donc, de ce qu'on a évoqué avant. Sur ça, on a l'or qui est normalement une valeur stable qui monte un peu dans le temps, qui dernièrement, je crois que de la perte depuis le début de l'année à 50%, donc on est sur des perfs très élevés. Normalement, c'est une valeur qui est vraiment la valeur refuge et qui est souvent un pourcentage des portefeuilles pour justement asseoir un peu sur cet actif-là, qui est un actif qu'on doit considérer vraiment sur le long terme. Nous, côté Hectarea, on s'est intéressé aussi à un actif qui est très long terme, qui est la terre agricole, qui est souvent voilà, présenté comme on va dire, la seconde valeur refuge. On le voit aux États-Unis, il y a notamment Bill Gates qui fait l'acquisition de centaines, voire milliers d'hectares. C'est plutôt des dizaines de milliers d'ailleurs avec cette volonté de dire ok, je vais sécuriser mon patrimoine. Et du coup, si on prend cet actif en France, on voit que c'est plus 3% par an en moyenne sur les 20 dernières années. L'immobilier, c'est des cycles qui sont souvent à 8-10 ans, mais vous avez potentiellement des pommes au moment où vous voulez sortir, parce que c'est un marché ce qu'on appelle cyclique, donc qui va avoir des temps bas assez longs, des temps hauts assez longs, versus la terre agricole, on a plutôt un marché qui est pas contracyclique, mais juste quasiment acyclique, où vous allez avoir des progressions dans le temps. Donc ça va être des critères en plus qu'on va regarder et qui sont vraiment des critères de stabilité pour placer son épargne sur des choses qui sont concrètes et traversent un peu le temps. Voilà, c'était un peu le point sur cette slide pour conclure sur la diversification. Il y a une brique super importante qui est la partie impact. On en Je a voulais pas, juste revenir, Paul, sur un point sur la slide précédente, si ça ne te dérange pas. pas de souci. Dans cette logique de stabilité de l'épargne, il y a, comme tu disais, dans la logique des cycles, il y a souvent quand est-ce que j'entre sur le marché, quand est-ce que je commence à investir. Et c'est Mhm. la grande question des investisseurs. Genre, est-ce que je le fais maintenant? Est-ce que c'est un bon moment de le faire maintenant? Il y a un peu toujours le FOMO du bon coup. Euh, et nous, on a une stat qu'on aime bien rappeler, qui est pareil, une méta-analyse des comportements d'investisseurs depuis plus de 30 ans sur les marchés américains, qui est si on essaie d'anticiper le marché en se disant bah, je pense que ça va monter, donc je vais acheter, ou je pense que ça va baisser, donc je vends, on perd en moyenne 1,6% de performance annuelle sur nos placements, Mhm. statistiquement, en essayant de prédire le marché. Euh, donc ça, c'est assez important pour se dire, en fait, si on veut de la stabilité et être serein, bah, juste il faut investir régulièrement une même somme et pas se poser forcément la question de quand est-ce que j'entre sur le marché, parce qu'on voit que même si on fait la différence entre un investisseur qui choisit le pire moment pour investir dans l'année et un autre investisseur qui choisit le meilleur moment, si on fait ça tous les ans, donc un investisseur, il n'a vraiment pas de chance, pendant 30 ans, il fait que les moins bons choix d'investissement, et l'autre investisseur, il fait que les meilleurs choix d'investissement chaque année, bon, on se rend compte sur 30 ans que le delta
il est infime parce qu'il est inférieur à 5 de différence. Parce que l'objectif, c'est que même s'ils ont choisi les bons moments pour l'un et le mauvais moment pour l'autre, et ben, ils ont été réguliers dans leurs investissements, et c'est ça qui a créé en fait la bonne dynamique pour, pour ces investisseurs-là. Donc la stabilité, elle vaut Mmh. pour notre comportement à nous aussi en tant qu'investisseurs et les émotions qu'on peut avoir face à l'investissement, quel que soit, notre portefeuille. Mmh. Et peut-être un point en plus sur ça, il y a effectivement des analyses qui sont faites aussi sur, si on investit, on essaie de savoir quand le marché monte ou descend. En fait, il y a une grosse pondération sur les forts moments de hausse et du coup, il y a le risque de rater ces moments-là et en fait de perdre des hausses de marché assez importantes parce qu'on n'est pas positionné. Donc voilà, c'est beaucoup de contraintes psychologiques de vouloir faire ça pour, même si on le fait très bien, avoir très peu de rendement substantiel en plus. Donc, c'est pas forcément utile et encore une fois, la gestion bon père de famille, elle inclut pas ça. Peut-être sur la partie du coup impact qui est vraiment, le dernier levier, ce qu'on disait au début, c'est que, si vous choisissez des produits avec de l'impact maintenant, vous allez au moins pas, sous-performer le marché et peut-être le surperformer. Et nous, en tout cas, c'est, les choix qu'on a fait en tant que fondateur de nos 2 structures, de mettre ces critères-là, comme critères importants et vous permettre d'investir, avec ça, ce qui n'était pas vraiment le cas, sur le marché en tout cas. Est-ce que tu veux présenter peut-être, Olivier, côté Caravelle, votre impact du coup, sur la partie, vraiment environnementale? Ouais, donc Caravelle, nous, on investit, qu'au sein de PER, donc plan épargne retraite et d'assurance vie et au sein de fonds cotés, donc d'entreprises cotées en bourse. Hem, il y a plein de critères qu'on pourrait choisir. On utilise comme partenaire, une boîte qui s'appelle MSCI, ESG Research, qui est, une société qui nous permet de collecter des données sur, les entreprises dans lesquelles on investit et en fait, on s'est rendu compte qu'on pouvait avoir 3 grandes typologies d'impact, soit d'un point de vue environnemental, soit d'un point de vue social, sociétal, soit d'un point de vue de gouvernance d'entreprise et si on voulait avoir des portefeuilles diversifiés, et cohérents par rapport au couple rendement-risque pour chacun de nos clients, on s'est rendu compte que malheureusement, on ne pouvait pas être au vert dans tous les indicateurs, et au top dans tous les indicateurs. Et donc on s'est dit: «OK, bah, qu'est-ce qui importe le plus pour nous?» Bah, on a choisi le côté environnemental et donc on se concentre pour être au top du top des critères environnementaux dans les entreprises au sein desquelles on investit et on se concentre que là-dessus. Alors ça ne veut pas dire que, on s'en fout du reste, hein, mais ça veut dire qu'on va principalement mesurer et venir réduire notre empreinte sur ces logiques-là et donc on a choisi, 2 choses. On a choisi de diminuer notre empreinte carbone. Donc on vient mesurer en fait l'empreinte carbone de l'ensemble de nos portefeuilles des entreprises dans lesquelles on investit et on vient investir dans celles qui ont un objectif de réduction de leur empreinte carbone par rapport à leur marché ou à leur benchmark. Notre objectif était de diminuer de 15 minimum en début et en fait, on s'est rendu compte qu'on pouvait aller beaucoup plus loin et aujourd'hui, l'empreinte carbone de nos portefeuilles est 40 plus faible que celle d'un même portefeuille au sein d'une banque et d'un assureur parce qu'on a fait le choix uniquement d'investir dans des fonds et des entreprises qui sont engagés à le réduire et réduire l'empreinte carbone du portefeuille, ça permet d'avoir une meilleure trajectoire climat dans un objectif des accords de Paris et donc l'ensemble de nos portefeuilles vise 2 de réchauffement climatique, là-dessus, et ce qui fait qu'on évite, on fait éviter plutôt l'émission de 3 500 tonnes de CO2 tous les ans, scope 1, 2, 3, parmi les entreprises, en investissant plutôt de façon écologiquement responsable plutôt qu'autre chose. Donc voilà, c'est sur l'impact, on va dire environnemental, qu'on a, là-dessus. Mmh. Pareil, nous, on s'est aussi concentré, et je suis vraiment aligné avec toi sur, choisir un cheval de bataille pour être très bon. Et donc on a choisi, nous, uniquement dans cette logique-là, un actif, qui est, la terre agricole, parce qu'il y a un impact qui est très direct et qui est, on va dire presque local en vous permettant d'investir dans des parcelles à côté de chez vous. Il y a 2 choses auxquelles on répond, qui sont très simples. Le premier, c'est le renouvellement des générations dans le secteur agricole. Vous avez 40 des agriculteurs qui vont partir à la retraite d'ici 2030. Donc, c'est juste édifiant en termes de pourcentage. Et donc, vous avez un besoin de financement de la nouvelle génération. Et donc, de façon très simple, en vous permettant d'investir dans la terre, cette terre, elle est mise à disposition de l'agriculteur. Donc, lui, il en dispose pour pouvoir s'installer. Et en échange de ça, il vous verse des loyers
comme sur un bien immobilier, et vous percevez vos loyers chaque mois. Et la deuxième problématique à laquelle on répond, c'est l'environnement. On a un vrai sujet de transition écologique et l'agriculture, bah, c'est sur la surface agricole, enfin sur la surface en France, on a une surface agricole qui est très importante et on est le premier producteur végétal et animal en production agricole en Europe. Et donc, on peut avoir un impact très fort sur la partie environnement et c'est bah, autour de là où on habite tout un chacun. Et donc, sur ça, on finance uniquement les exploitations qui s'engagent dans des pratiques durables de production. Et donc, avec ces deux leviers-là, très simplement derrière, on peut suivre en fait des indicateurs qui vont être le nombre d'agriculteurs installés, ceux qui sont installés en circuit court et qui permettent de recréer de l'emploi en local. Et ensuite, sur la partie environnementale, ça va être le nombre de terres qui sont en bio ou converties en bio, le nombre de projets d'agroforesterie qui vont être mis en place. Donc, on va traquer tout ça, mais qui vient vraiment se mettre sur un investissement qui est très simple, qui est un investissement immobilier. Peut-être pour conclure sur cet élément, on a la partie financière. Et du coup, c'est vrai qu'on a moins parlé de tout ce qui est frais, perception de loyer, etc. Et qui va être un peu le dernier critère à regarder de façon très précise entre les différents acteurs quand vous êtes investisseur. Olivier, si tu veux y revenir sur l'offre de Caravelle. Oui, avec plaisir. En plus, j'aurais des questions sur l'offre d'Hectaria. Avec plaisir aussi alors. Et, bah, nous, l'impact financier, il est réel. Il y a une promesse qu'on peut faire à notre client, même si on ne peut pas lui promettre de performance, c'est de baisser les frais. Aujourd'hui, on peut facilement avoir 10-15 000 euros de frais de différence sur 15 ans d'investissement, juste en choisissant dans le même risque un fonds qui est légèrement moins hem, cher, si on peut dire ça comme ça. Et donc il est hyper important quand vous choisissez d'investir, de regarder les frais. Pourquoi? Parce que souvent dans l'investissement, en tout cas assurance vie, PER, les frais sont assez opaques, ils sont exprimés en pourcentage, on a du mal à les saisir et on se dit: «Oh 1 c'est quoi?» Sauf qu'en fait, quand vous investissez, 10, 20, 100 000 €, 1 tous les ans, c'est énorme et 1 de 100 000 € tous les ans pendant 20 ans, bah, c'est 20 000 €. Et donc ce pourcent-là, il est crucial parce qu'il vient impacter la performance de votre placement. Et donc nous, on s'est vraiment dit: «Bah, on va venir diminuer ces frais-là pour être aligné aussi avec l'intérêt de notre client». C'est qu'on ne prend aucune rétrocession sur les fonds. On est rémunéré directement par le client, donc c'est nos clients qui nous payent directement pour gérer leur argent. On a un mandat de gestion pour pouvoir investir en leur nom et chacun des fonds qu'on sélectionne, on n'a aucune rémunération et on le fait vraiment parce qu'on pense que c'est le meilleur fonds pour notre client. Et ça, c'est hyper important parce que c'est 95 des pas des investisseurs, mais des conseillers financiers qui ne sont pas indépendants dans leur choix, puisqu'ils vont percevoir des commissions, des fonds au sein desquels ils investissent et ce qui peut créer des biais d'intérêt économique et un manque de performance aussi pour le client. Donc c'est la raison pour laquelle je vous invite à vérifier les frais, parce que c'est vraiment le vrai levier que vous pouvez avoir au-delà d'une bonne diversification de votre portefeuille. Ouais, c'est effectivement, merci pour ce rappel. Il y a des portefeuilles qui sont un peu constitués pareil, on va dire hors critères impact, mais en tout cas d'un point de vue allocation, c'est souvent les mêmes allocations qu'on retrouve entre les différents produits obligataires, actions, PCVM et autres. Et du coup, c'est vrai effectivement les frais après qui vont être vraiment déterminants. Nous, sur cette partie-là, on a une logique qui est vraiment très simple. Vous avez des loyers qui vous sont versés chaque mois. Donc, vous voyez directement en brut, en net, combien ça fait. Et après, vous avez la plus-value qui est versée à la fin. Donc, voilà, on a une structure qui est très simple, sans intermédiaire, qui permet de consulter directement les frais sur la plateforme. Voilà, sur cette partie impact, tu avais des questions peut-être, Olivier, sur l'offre Hectaria. Du coup, je me permets d'y revenir. Ouais, c'est une question sur la partie finance. C'est une forme d'obligation, enfin, comme des prêts, les loyers? Oui, exactement. En fait, l'idée, c'est de rendre l'investissement dans la terre accessible et simple. Le faire, tu peux pas acheter un bien immobilier, aller à 100 personnes et dire: «On va tous signer chez le notaire». Et donc on a effectivement une structuration obligataire, par laquelle les particuliers investissent sur un terrain via une émission et ensuite il y a une hypothèque de premier rang qui vient rattacher, enfin notariale du coup, qui vient rattacher le terrain à ce pool d'investisseurs. Et comme ça, en fait, l'obligation permet de te remonter les rendements chaque mois et d'avoir une facilité de gouvernance à la fois côté particulier et à la fois côté agriculteur lors de la revente des parcelles où tu n'as pas besoin d'avoir d'histoire de quorum ou de complexité de gouvernance. Hyper clair. Top, merci.
C'est ce qui va nous amener à la conclusion du coup de cet échange, avec, on a évoqué pas mal d'éléments, on va dire, sur, comment, allouer son épargne, comment ne pas le faire avec une intuition ou une sorte de psychologie de marché. Sur ça, peut-être, revenir sur les différents points, et je propose une synthèse assez rapide. On a, le point de départ qui est la dualité, risque-rendement. Quand on regarde un produit, c'est assez simple, oui, par exemple, le crowdfunding immobilier, il y a des taux à 10-11 mais c'est du changement de destination de biens sur 2 ans avec, de la dette, qui est plus senior que la dette des particuliers, de la dette bancaire, avec, du capital qui est mis par le promoteur immobilier, et cetera. Donc, sur tous les produits où on a des rendements qui sont assez élevés, il faut toujours regarder effectivement quel est le risque concret derrière, et ça, c'est hyper important de comprendre la différence entre les produits. Peut-être, Olivier, sur la partie, projet de vie, on l'a moins évoqué, mais c'est plus lié peut-être aussi à ton activité, si tu veux faire une synthèse rapide sur ce point-là. Ouais, avec plaisir. Le 1er élément sur les projets de vie, c'est de se dire: «Est-ce qu'on a une épargne de sécurité?» Nous, on recommande entre, 6 à 12 mois, de vos dépenses mensuelles mis de côté. On parlait du livret A tout à l'heure, c'est un un livret parfait pour pouvoir le faire. Une fois qu'on s'est constitué ce matelas de sécurité-là, on peut se dire: «OK, où est-ce que j'investis?» Heu, on sait qu'on est sécurisé à court terme, donc on peut prendre du risque et de la volatilité pour notre projet. Et donc c'est se dire quels sont mes gros projets qui auront besoin d'argent dans les 10-15 prochaines années. Il peut y avoir, l'achat d'une maison, il peut y avoir, financer les études de ses enfants, financer sa retraite, et ils ont tous un montant à peu près différent et surtout un horizon de temps différent. Et donc en fonction de cet horizon de temps, on va se dire, acheter une maison dans 5 ans, bon, bah, ça veut dire que j'aurai besoin de retirer l'argent dans 5 ans, donc il faut que j'ai une enveloppe fiscale qui me permette de retirer. Donc le PER n'est pas adapté à l'achat de sa résidence principale si vous souhaitez retirer l'argent dans 5 ans et que vous n'êtes pas à la retraite. Mais il faut aussi que le risque pris, soit d'un horizon de 5 ans. C'est-à-dire qu'on ne va pas venir, tout mettre dans des actions si on a besoin de sortir, parce que si les marchés financiers chutent dans 4 ans et demi et qu'on a besoin de retirer notre argent dans 5 ans, bon, ben, c'est un peu dommage. Donc c'est choisir l'enveloppe fiscale qui offre la liquidité au moment où on a besoin de cette liquidité-là et prendre le risque, qui est associé à l'horizon de temps qui va bien avec. Et donc plus on a un horizon de temps long et plus on peut le faire. Donc ça, c'est ce qu'on appelait le goal-based investing. Et il y a une autre démarche qui est de dire, bah, je ne sais pas trop de quand j'aurai besoin de mon argent. Et je n'arrive pas trop à évaluer mes différents projets de vie parce qu'il y a de l'incertitude dans plein d'aspects de ma vie, professionnelle, personnelle, peu importe. Et donc on peut faire un investissement un peu bateau, et on va venir prendre un risque moyen qui nous permettra en fait de venir piocher dans l'argent dans 5 ans si besoin ou dans 15 ans si besoin. Mais dans ce cas-là, il ne faut pas prendre trop de risques parce qu'il faut que ce risque soit pondéré par rapport aux différents projets de vie et au retrait d'argent qu'on peut avoir. Et donc, Voilà un petit est-ce peu qu'il y a les. vraiment de performance à court moyen terme avec ce type de projet? Parce qu'on n'a pas, forcément alloué sur des choses un peu plus risquées qui permettent d'être, entre guillemets, «rationalisé» par une perspective long terme, et si on l'a pas, typiquement une sortie, comme tu disais, à 4 ans, 5 ans sur des investissements boursiers, c'est forcément un risque qui est plus important. Heu, Exact. Peut-être en tout dernier point, du coup, pour conclure cet échange, c'est la partie, du coup, impact, l'aliment et ses valeurs. En fait, on construit un patrimoine, on l'utilise pour des projets de vie, et souvent l'objectif est après de transmettre un patrimoine à ses enfants. Nous, chez Ictara, on a justement sorti un produit sur ça parce que, on transmettre quelque chose de concret. Et donc, c'est se poser la question de quel argent on transmet, quel monde on transmet, entre guillemets. Et voilà, et donc aligner avec ses valeurs tout en ayant la performance, c'est quelque chose qui est important pour avoir un portefeuille qui permet d'avoir la rentabilité qu'on espérait, et également un peu les valeurs qu'on a aussi, et qu'on partage avec sa famille. C'est clair. Le côté de la transmission est hyper important et il faut absolument le valoriser parce que c'est la transmission pas seulement du patrimoine financier, mais c'est la transmission du monde dans lequel on va vivre demain. Et une des raisons qui nous a poussé à aller sur l'impact environnemental, c'est de se dire on peut pas d'un côté essayer de choper de la performance financière et de l'autre, en fait, avoir des boycotts de certains produits. Donc si, je dis une bêtise, hein, mais je boycotte telle entreprise et qu'en fait je la retrouve dans mon portefeuille derrière, bah, il y a un peu une antinomie et une schizophrénie qui peut arriver. Et donc au moins avoir cette transparence et être conscient que dans votre portefeuille, vous investissez dans telle entreprise ou telle entreprise,
bah, ça va vous permettre de faire peut-être un arbitrage en vous disant: «Ben, c'est un contrat, qui me convient ou qui me convient pas, parce qu'en fait, j'ai pas envie d'investir et de m'exposer à telle entreprise, sachant que je les boycotte au quotidien». Et donc au-delà de l'impact, enfin de l'impact, de vos valeurs, c'est savoir dans quoi vous investissez et là où va votre argent in fine. Je pense que Hectarea le fait hyper bien parce que les projets sont hyper, visibles et transparents et c'est direct. C'est vrai que dans les contrats d'assurance vie ou PER, bah, c'est, avec des noms, dans lesquels on ne comprend rien, hyper complexe et donc important de demander à votre conseiller: «OK, mais quelles sont les entreprises qui sont financées, dans mon portefeuille, véritablement?» Et au moins là, vous pouvez vous faire votre jugement de: «OK, j'accepte, j'accepte pas» et arbitrer. On est toujours aller chercher la transparence et comprendre dans quel produit effectivement on investit pour voir son impact réel. Merci du coup, Olivier, pour cette belle conclusion et pour nos échanges. Et j'espère que vous avez apprécié et que vous avez peut-être quelques pistes en plus pour votre allocation et vos investissements. Mais voilà, c'était une belle session. Merci à tous et bonne soirée. Merci Paul, bientôt. À bientôt.